si avait caché son âme. Elle parle aujourd'hui, encore trop peu, mais demain je vous dis, c'est dans ses yeux que vous verrez une flamme. La moitié du monde est une femme. Déjà bientôt plus elle ne réclame ce qui lui revient, ce qui est son droit. Il est bien fini, le règne de l'unique roi. L'autre côté de la terre passe à la lumière. La moitié du monde est une femme. La moitié du monde est une femme. Quel beau papillon. Alors, c'est le redépart. Et oui, on repart pour le Népal dans à peu près 6 semaines. Puis on est content. C'est sûr que c'est pas comme la première fois où on était parti, on n'avait presque rien. Là, c'est une préparation un peu plus complexe, mais on a hâte. Je vais jouer avec toi. Tiens, amuse-toi. Moi, je vais continuer. OK? Pour Odette, la coopération internationale, c'est presque une vocation. Une vocation qui remonte très loin dans le temps. Je me souviens quand j'étais toute petite, à l'école, à la petite école, on parlait beaucoup des missionnaires. Ouais. Ça me fascinait. Je les enviais, ces gens-là. J'ai trouvé chanceux. Puis je disais aux gens, je vais devenir missionnaire. Pourquoi? On avait le toutou. Quand tu as la conscience que ça va pas bien partout dans le monde, puis qu'il y a de la pauvreté dans le monde, puis qu'on est lié à ça, qu'on est responsable de ça aussi indirectement, tu portes cette responsabilité-là. Tu décides tu peux décider de ne rien faire avec. Mais moi, en tout cas, j'avais le goût de faire quelque chose avec ça. C'est en 1990 qu'Odette et son conjoint François ont découvert le Népal. Ses cultures, sa religion, mais d'abord ses hommes et ses femmes. Ce qui m'a beaucoup frappée quand je suis arrivée au Népal, finalement, c'est chez les femmes, c'est leur équilibre par rapport à ce qu'elles vivent. C'est des vies difficiles, au jour le jour. C'est des vies demandantes et cet équilibre-là, cette humilité-là par rapport à leur responsabilité, à leur poids, à la nécessité de survivre chaque jour, ça m'a beaucoup frappée. Le Népal, mais aussi la Bolivie, le Cameroun et combien d'autres pays dits en développement et qui ne réussissent pas à offrir les services de base à leur population. Les premières victimes, les femmes souvent et leurs enfants. Caracoles est un petit village de mineurs d'origine indienne à 5000 mètres d'altitude dans les Andes boliviennes. Ici, comme dans toutes les zones isolées de la Terre, les femmes, grossesse difficile ou pas, doivent marcher des heures avant d'avoir accès à une clinique médicale. Mort en couche et perte d'enfants sont monnaie courante. J'en ai perdu 4. 4 morts, 7 qui sont en vie. 4 sont morts. Le soir avant, ils étaient corrects et le matin, ils étaient morts. Je ne sais pas ce qu'ils avaient. Ça s'est passé comme ça. Je les ai fait enterrer. Comment as-tu vécu cela? Parfois avec tristesse, parfois non. Je me disais, une chance qu'il est mort. J'avais tellement d'enfants. C'est une réalité, ça aussi. Des fois, on se sentait soulagé d'une façon. D'autres fois, on disait en pleurant, « Notre fils est mort. » Odette, comment décririez-vous l'état de santé des gens d'Urtu? C'est difficile à dire. Les gens qu'on voit autour de nous, c'est un peu des champions de la survie.
parce que les conditions à laquelle ils doivent passer dans leur vie, dans leur enfance, font d'eux des champions de la survie. La majorité des enfants ici, 1 sur 2, on pourrait dire, meurent avant l'âge de 5 ans. Alors, autant on passe à travers des conditions de vie difficiles, autant aussi ils souffrent de maladies importantes. Ça fait partie de la vie ici. Ça fait partie de la vie de perdre un enfant à 2 ans d'une diarrhée. 1 sur 2 des enfants meurent, c'est fréquent. Odette a fait ses premières armes en coopération dans le district de Jumla, un des plus pauvres du Népal. Elle a bien connu l'alcali. À son arrivée au pays, la jeune femme se remettait tout juste d'une grossesse qui s'était mal terminée. En 7-8 ans de mariage, l'alcali a porté 6 enfants, toutes des filles. 4 sont mortes. Ma première fille est morte 9 jours après sa naissance. La deuxième est née un matin et elle est morte le même soir. Après ça, j'en ai perdu une autre après 4 mois de grossesse. La quatrième, ça a été Bashanti. L'autre est morte vers l'âge de 2 ans. C'était l'hiver. Son corps est devenu tout enflé. Elle s'est mise à trembler, puis elle est morte. Depuis que j'ai des enfants moi-même, je me sens beaucoup plus solidaire du destin des femmes, de la vie des femmes, que je l'étais avant. Mes maternités m'ont apporté ça. Alors, je regarde a posteriori, après coup, la douleur que ces femmes-là, que ces familles-là ont dû vivre à perdre un enfant. Et je me dis, mon Dieu, si ça devait m'arriver, si je devais vivre dans ce contexte-là, comment je ferais? Où je prendrais l'équilibre ou la sagesse d'accepter ça, parce que ça t'arrive, t'as pas le choix que de l'accepter. Si tu l'acceptes pas, c'est la révolte et tu voisines la folie, tu voisines le déséquilibre. Et quand je regarde ça a posteriori, je me dis, mon Dieu, c'est pour ça que je parlais d'équilibre, mon Dieu, quelle acceptation, quelle humilité on doit avoir pour accepter la vie dans ce contexte-là. C'est sûr que les femmes, à Jumla par exemple, bon, tu as tout le système hindou qui te permet d'accepter ce à travers quoi tu dois passer. C'est ton karma, c'est ta vie. Ce karma-là exige de toi que tu vives un certain nombre d'épreuves et tu passes à un autre karma après. Mais quand même, perdre 4 enfants quand t'en as eu 6, c'est difficile. Ben, bois pas ce tout-là, c'est pas bon. C'est pas bon. Lève les bras. Moi, je crois en l'humain. Je crois en la nécessité pour les humains de devenir de meilleures personnes pour que leur vie soit agréable pour tout le monde. C'est juste le partage qui fait qu'on a une vie agréable. Pourquoi? Je crois pas à une force supérieure. Je crois à la volonté des gens, à leur capacité de dire, ben, je veux aller vers quelque chose de mieux, mais expliquer la mort, la vie, penser qu'il y a des puissances extérieures, je crois pas à ça. Je crois à la force de la vie, à la force de la volonté de l'humain de changer les choses, mais c'est tout. La force de changer les choses, de tenir tête au destin, de faire face à la fatalité. Comme si voir ses enfants mourir ainsi les uns après les autres ne suffisait pas, l'alcali doit encore satisfaire une obligation qui confronte bien des femmes au monde. Donner à tout prix un fils à leur mari. On peut pas se dire un père vraiment comblé quand on n'a rien que des filles. Il faut absolument un fils dans une famille, 2 même. Une seule fille, c'est assez pour remplir nos devoirs religieux puis familiaux. Après, on la donne en mariage. Par contre, des fils, c'est bien important. 1 au moins. En tout cas, moi, je serais déjà content d'en avoir un. L'alcali refuse d'envisager une autre grossesse. Mais c'est toute sa vie qui risque d'être bouleversée s'il ne donne pas bientôt à son mari ce fils tant désiré.
Et si ma femme me le permet, je prendrai une autre épouse. Il y a des imbéciles qui prennent une deuxième femme sans le consentement de la première. Moi, je vais lui en parler avant. Plus tu as de filles dans ce système-là, plus c'est un poids. Tu investis en elle, mais c'est une perte. Tout ce que tu vas lui donner ne restera pas dans l'unité familiale. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui ne vont pas à l'école. C'est pour ça aussi que dans les cliniques de santé, souvent, on ne verra pas les petites filles. On va voir surtout des mères avec leurs petits garçons parce qu'on investit davantage dans le petit garçon. Le garçon, il va rester avec toi plus tard. C'est lui qui va te soutenir dans ta vieillesse. C'est lui qui va cultiver la terre quand tu seras plus capable de la cultiver. Et il reste là. À Djoumla, quand on allait dans les villages, parfois il y avait des fêtes durant la nuit. On entendait des coups de feu tirés ou des coups de tambour. Et c'est parce qu'on avait eu un petit garçon. Et quand c'est une petite fille, on n'entend pas parler. Les gens sont comme déçus. Et c'est triste, surtout toi comme femme, de penser que c'est presque une tare, c'est presque un poids qui est lié à ta naissance. C'est triste, c'est difficile. Quand j'ai vu que mon 5e enfant était un garçon, j'étais tellement contente. Si t'as pas de garçon quand tu meurs, y a personne pour t'enterrer. C'est au moins ça dont j'ai pas à m'inquiéter. Préférer un fils et, quand on a une fille, comme ici en Mauritanie, lui imposer des rites qui l'agressent dans son corps. Fatou a accouché sur le sable près de sa hutte. Sitôt née, sa fille Fatma, comme tant d'autres, est marquée du couteau des anciennes. Elles ont coupé cet organe-là en bas, le clitoris. J'ai pas vraiment vu ce qu'on lui a fait. Je pense que les femmes lui ont mis du henné et autre chose. Je ne sais pas au juste. C'est parfois dangereux ce qu'elles font. Il arrive que ça cause des hémorragies. La fille perd beaucoup de sang, elle s'affaiblit. J'aurais refusé si j'avais pu. J'aurais jamais laissé faire ça à ma fille. Mais je pouvais rien dire, c'était des femmes âgées, je pouvais pas refuser. Si elles avaient eu mon âge, oui, j'aurais parlé. Mais pas avec ces femmes-là. C'est un rite religieux. Il faut le faire quand on est croyant. On a tendance à associer l'excision à l'islam, sans doute parce que c'est dans les pays musulmans qu'elle est la plus répandue. Pourtant, la pratique de l'excision précède de beaucoup la naissance de l'islam. Des textes vieux de 2000 ans avant Jésus-Christ en font déjà état. Quant au Coran, il n'en fait nulle mention. Par ailleurs, Mahomet effleure le sujet dans les hadiths, les recueils de ses conversations. Si le prophète ne condamne pas la pratique, il ne l'encourage pas non plus. Les interprétations que les fidèles de Mahomet ont données de ce texte continuent de diverger. Mais un fait demeure. Près de 120 millions de femmes, dans plus de 35 pays, sont encore aujourd'hui victimes de cette pratique. Après le matin, après l'excision, le matin, moi, on m'a amené à la maison, je suis allée à la maison. Et bien là, mon papa m'a beaucoup gâtée. Et là, ils ont fait 2 grandes fêtes pour moi. Ça chante, ça danse, et puis chaque jour matin, on vous réveille avec des chansons, des louanges, on chante pour eux, avant la toilette, et puis ça mange bien, on tue poulet, la viande, suivant même mouton, il y a d'autres même qui tuent des peu pour l'air. Donc ben, là, pendant la 1 semaine, bon, vous êtes vraiment gâtés. Donc ma petite fille, quand elle a vu ça, pour elle, c'est un plaisir. Elle dit, ben, maman, il faut faire pour moi. J'ai dit, mais ça fait très mal, ça fait mal. Elle dit, mais non, même si ça fait mal après, on danse, et puis tu manges bien pendant 1 semaine, moi, je peux faire ça. En tout cas, moi, si c'est ma volonté à moi, bon, moi, je ne veux pas. Pourquoi?
Mais parce que moi, je ne trouve pas ça nécessaire, quoi. Je ne trouve pas ça nécessaire. Ça fait très mal et puis bon, ça fait très mal. Ça fait très mal. Chez nous, c'est une obligation parce que là, bon, dans le temps, chez nous, quand tu n'es pas excisée, on t'insulte avec ça. On trouve que tu n'es pas une femme normale. En t'excisant, tu deviens une femme. Tu deviens une femme. Et surtout quand tu ne crées pas, vraiment, les parents sont contents et que tu n'as pas peur. On te dit que oui, la femme est née pour la douleur. La femme est née pour la douleur et toi, tu ressens ça. En tout cas, on trouve que tu es une femme forte. Contraindre la femme dans ses pulsions sexuelles, la limiter souvent aussi dans ses choix de vie en la privant d'études et d'héritage. Germaine habite la Côte d'Ivoire. Elle a repris de sa mère ce petit commerce de poissons quand son père est décédé. Elle avait 13 ans et plus d'avenir devant elle. Tout l'argent du papa, comme le veut la coutume de son ethnie, avait été versé aux neveux, laissant mère et fille sans le sou. Je ne gagnais plus personne pour payer mes fournitures. Donc, sans fourniture, tu ne peux pas aller à l'école. Alors, tu as arrêté l'école à 13 ans. Ici, en Afrique, quand ton père meurt, c'est fini pour toi. Bon, l'héritier ne s'occupe pas de toi, c'est ta pauvre mère. Si ta maman a de l'argent, elle peut te pousser. Mais si elle n'a pas d'argent, tu restes. Donc, c'était mon cas. Après la mort de mon papa, c'était fini, mes études. Le Cameroun n'échappe pas à ce qui est trop souvent la règle dans les pays les plus pauvres. Dans cette école des Momandara, dans l'extrême nord du pays, on ne compte qu'une fille pour 6 élèves en classe. La petite Koundev, chargée de prendre soin de sa demi-sœur, n'a jamais fréquenté l'école. J'aimerais aller à l'école, moi aussi, pour apprendre à écrire et vivre avec les autres enfants. J'aimerais ça être avec les enfants. Quand je vois les enfants partir à l'école, j'aimerais ça y aller moi aussi. Mais il n'y a pas d'argent. Et puis, j'ai pas la permission. Et toi, pourquoi t'as pas poursuivi tes études? Bon. Pour moi, je voulais pas. Oh, Mariam. Mariam rêvait de devenir sage-femme. De longues études pour une fille qui doit avant tout protéger sa virginité jusqu'au jour de son mariage. Quand tu devais te marier, il faut être vierge. Donc, quand la jeune fille n'est pas vierge, bon, c'est un déshonneur, c'est une honte pour la famille. Donc, voilà pourquoi à partir de 15 ans jusqu'à 20 ans, la jeune fille doit se marier. Donc souvent, bon, si elle veut continuer ses études, on peut l'empêcher, on peut lui dire de se marier. C'est une bonne femme, tu es bien dans le foyer. Ce que nous tue, c'est le taux d'analphabétisme en Afrique, où la femme n'a pas droit à l'instruction, à l'éducation. Notre corps est plein de petits fils qu'on appelle les nerfs. Tu te souviens? En dessous de la peau ici. C'est sûr que l'affranchissement des femmes dans les pays en voie de développement va de pair avec l'accès à l'éducation. Ils sont branchés jusqu'à notre cerveau. Mais, par exemple, moi, ce que j'ai connu au Népal, il n'y a aucune utilité à envoyer les enfants à l'école dans le type de vie que ces familles-là vivent. C'est l'agriculture de subsistance, il n'y a aucun travail salarié, il y a une économie de troc et envoyer ses enfants à l'école et de surcroît les filles, c'est une perte. Une perte dans tout le travail domestique. La petite fille va s'occuper du petit dernier, va aller emmener les chèvres brouter en montagne. En même temps qu'on n'est pas assuré que cette scolarisation-là va amener un plus dans ce milieu de vie-là.
Mes parents n'avaient pas d'argent. Ils n'avaient pas les moyens de m'envoyer à l'école. Moi, j'aurais aimé ça continuer. Mais j'avais même pas les moyens d'acheter mes livres de classe, ni même des souliers ou des vêtements propres. Alors, comment vouliez-vous que je continue? Peut-être que j'aurais pu devenir institutrice. Ça m'arrive parfois d'y penser. Peut-être que j'aurais pu recevoir une formation comme technicienne. Peut-être aussi que j'aurais pu travailler dans le domaine médical, devenir infirmière, par exemple. C'est en partie en réaction à des témoignages de cette nature qu'Odette et son conjoint ont convaincu le Ceci de participer financièrement à la mise sur pied de cours de lecture et d'écriture à l'intention des adultes du petit village de Ourtou. L'Alcali était parmi les premières inscrites. D'amener des cours d'alphabétisation pour elles, c'était quelque chose d'extraordinaire pour elles. Et c'est pour ça qu'elles ont été si assidues à suivre les cours, malgré toutes leurs tâches. C'est sûr qu'on se dit, ben, c'est quoi l'idée, là? Ces femmes-là n'auront jamais besoin de toute façon d'écrire ou de lire dans leur vie de tous les jours. Mais il reste que c'est vraiment une façon de travailler sur leur confiance, sur leur estime d'elles-mêmes. Et une fois que les femmes ont connu le plaisir de cette estime personnelle-là, c'est sûr qu'elles vont s'impliquer dans d'autres activités et des activités qu'elles considèrent importantes. Par exemple, la santé de leur famille, l'éducation de leur petite fille, les choses qu'elles n'ont pas eues, qu'elles auraient voulu avoir, mais parce qu'elles étaient une femme, n'ont pas eu accès à ça. Et c'est souvent elles qui vont faire la différence dans le changement. C'est des changements qui sont liés beaucoup aux valeurs familiales, à la vie de famille, mais c'est quand même elle qui est le centre de l'économie familiale domestique, je dirais. Et si elles sont convaincues de ça, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Œuvrer à l'éducation des femmes leur permettre aussi un accès aux mêmes services financiers que les hommes. En Côte d'Ivoire, le Canada, par le biais de la Socodevi, la Société de coopération pour le développement international, apporte son appui à une mutuelle de crédit pour femmes seulement. La plupart des membres de la MUCREFAB, la mutuelle de crédit pour femmes des villages de Boisseau et Bonnois, sont des petites commerçantes. Grâce aux prêts qu'on leur consent, ces femmes diversifient et font fructifier leur petit commerce. Les plus impliquées ont suivi des cours de gestion et de comptabilité. En quelques années, ces femmes ont acquis la maîtrise nécessaire pour gérer elles-mêmes et avec succès leur mutuelle. Yvonne est l'une d'entre elles. Est-ce que tu es encore plus fière d'être une femme aujourd'hui? Oui, je suis fière, surtout quand je suis entre des hommes. Si, mais pas quand je suis entre des femmes. Quand je suis entre des femmes, je n'aimerais pas être fière. Peut-être je serais fière si je suis entre des femmes où on se sent ensemble fiers de ce qu'on fait, c'est-à-dire, par exemple, comme notre mutuelle. Si aujourd'hui, quelquefois, quand on va aux réunions, on se dit entre nous, on doit se battre. Il faut qu'on prouve aux yeux de la Côte d'Ivoire, aux yeux des hommes, que les femmes peuvent faire comme les hommes, c'est-à-dire avoir une banque à elles qu'elles peuvent gérer, faire vivre des familles, des milliers de familles. Parce qu'à nos débuts, ici, on nous a dit, qu'est-ce que ça? On dit, ah, c'est des femmes qui veulent créer une banque, elles font des prêts. Les femmes, ça va durer combien de temps? C'est comme ça qu'on nous a jugés dès le départ. Peut-être c'est ce qui a fait la motivation même des femmes. C'est ça qui a fait notre motivation. On a dit, il faut qu'on sache que des femmes, elles ont aussi de l'intelligence dans la tête. Qu'on peut créer une chose, la gérer, et qu'elles tiennent.